Au nom du comité des lundis parlons radiologie, je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, nous continuons sur la mise au point des opacifications digestives. Là, nous allons parler des pathologies. Les deuxièmes lundis, nous avons fait un tour d'horizon sur l'état des lieux à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi et en Belgique. Le troisième lundi, nous avons parlé de la technique, de la TOGD, de l'enteroclyse et du lavement baryté. Et ce soir, nous allons donner les plats de résistance, c'est-à-dire des pathologies. La présentatrice, c'est Dr Lefranc, Sandra, que vous connaissez bien. Elle est radiologue. Elle travaille comme associée au CHU des Charleroi en Belgique. Nous avons deux panélistes ce soir. Le premier, c'est le professeur Shindan Otoni. Il est patho-gastro-entérologue et chef de service des gastro-entérologie à l'hôpital provincial de Bukavu et professeur à l'Université catholique de Bukavu. Le deuxième panéliste, c'est le docteur Nsadi Berthier, qui n'est pas non plus nouveau ici. Il est spécialiste en chirurgie digestive et viscérale aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est chef de travaux à la faculté de médecine à l'UNIKIN et il est président de la Société des chirurgies du Congo et également président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Congo. Je suis la présentatrice, je suis Anastasie Matabaro, radiologue au département de radiologie de l'hôpital provincial de Bukavu, également attachée à l'Université catholique de Bukavu. Docteur Sandra, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Matabaro, et bonsoir à toute l'audience. Nous avons 45 personnes qui nous écoutent ce soir. J'espère que vous me recevez correctement. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Désolé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt parler de pathologies que nous pouvons détecter grâce à ces examens. Donc, on a fait le tour la semaine dernière, on a revu la technique, on a vu comment réaliser ces examens dans les meilleures conditions. Il y a beaucoup de pathologies en gastro. C'est difficile de commencer à les citer les unes après les autres et ça pouvait être un peu ennuyeux. Et donc, ici, je vais faire le chemin un peu à l'envers. Donc, je vais partir du symptôme. Je vais vraiment agir comme lorsqu'on est en salle de radiologie. Donc, on reçoit une demande et en général, il y a un intitulé. Et c'est cet intitulé-là qui va nous orienter sur la manière dont nous allons procéder. Et donc, je ne vais pas citer les pathologies les unes après les autres de l'œsophage, sinon vous allez tous dormir avant la fin de l'heure. Donc, je vais parler des symptômes et donc, s'il y a des questions, réservez-les pour la fin de la présentation. Lorsque j'arriverai à la fin de la présentation, en fait, au fur et à mesure, les images que je vais vous montrer, ce sont des images que j'ai moi-même réalisées. Il y en a quelques-unes pour des techniques que j'utilise moins, que j'ai pris dans la littérature. Et il y a aussi des cas cliniques que le docteur Matabaro a bien voulu nous réserver. Et donc, elle va les présenter à la fin donc, de mon diaporama. Donc, vous aurez quelques exemples encore à la fin pour encore mieux asseoir la matière. Donc, le premier symptôme que je vais décrire, c'est la dysphagie. Ça, c'est quand même une des raisons essentielles pour lesquelles un patient va se présenter dans un service de radiologie pour pouvoir faire une opacification digestive, un TOGD. Et c'est quoi la dysphagie? En fait, c'est un patient qui vous dit, j'ai du mal à déglutir. Déglutir ou avaler, j'ai un peu voulu faire la différence parce que ça dépend de l'étage. Est-ce que c'est au niveau de la bouche ou bien une fois qu'on a déjà passé le cap de la bouche, c'est lorsque ça descend dans l'œsophage? Ou alors, c'est encore le patient qui va vous dire, je n'arrive pas à avaler en une fois. Pour avaler, je dois
faire plusieurs efforts, ça descend petit à petit. Je dois répéter 3 fois, 4 fois avant que tout ce qui est dans ma bouche puisse descendre. Il y en a qui vous diront, ben, j'ai une sensation de blocage. Une fois que j'ai dégluti, je sens que ça ne descend pas, ça reste coincé dans mon cou. Ou alors, il y en a qui vous diront, ça descend, mais j'ai un blocage au niveau épigastrique, juste au bas du sternum. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et que ça ne descend plus. Euh, une fois que ça ne descend pas, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va remonter, puisque si ça ne s'est pas passé vers le bas, ça va repasser vers le haut. Donc, ce sont alors les régurgitations oropharyngées. Donc, soit ça remonte spontanément, ça, on régurgite, ou alors c'est avec une certaine violence, ça, c'est carrément le vomissement. D'autre part, le patient peut aussi vous dire, voilà, quand j'avale, ça passe dans le mauvais trou, directement, je me mets à tousser parce que ça passe dans les voies respiratoires. Et donc ça aussi, c'est un problème de dysphagie globale qu'il faut essayer de pouvoir bilanter, de comprendre quel est le mécanisme qui provoque cela. Alors, on parlera de dysphagie haute ou de dysphagie basse selon que le blocage ou le malaise se fait sentir plutôt dans la partie haute, dans la région cervicale, ou plutôt basse dans la région thoracique. Et ce sera soit une dysphagie eau solide ou eau liquide, parce qu'il y en a qui pourront avaler tout ce qui est eau, soupe, jus, va passer aisément, mais dès qu'ils vont mettre quelque chose de plus consistant, la viande, de quelque chose de plus rigide, du pain, ça va coincer. Ou alors, c'est le contraire, les solides passent, mais les liquides passent difficilement. Alors, pour mieux comprendre cela, je vous ai mis ce schéma qui est très intéressant parce qu'en fait, il montre déjà, anatomiquement parlant, les différentes zones d'intérêt. Le premier examen à pouvoir faire pour pouvoir étudier, en tout cas mettre au point une cause de dysphagie, c'est la vidéoradiographie de la déglutition. On va étudier la déglutition, on va observer comment le patient avale. Pour cela, on va voir si l'anatomie normale est respectée. La déglutition se fait avec un bol alimentaire qui vient au niveau de la bouche, avec une langue qui va propulser le contenu buccal vers l'arrière, vers l'oropharynx. Dès que la nourriture arrive dans l'oropharynx, il faut que l'épiglotte se rabatte pour fermer le passage vers le larynx. Sinon, c'est là la fausse route. Les gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes avec un épiglotte qui est dysfonctionnel, si l'épiglotte ne se ferme que partiellement ou ne se ferme pas, tout le bol baryté ou toute la nourriture passe dans les voies respiratoires, c'est la fausse route, c'est directement les efforts de tout pour dégager la nourriture qui n'est pas censée se retrouver dans la trachée. Une fois que la nourriture a quitté l'oropharynx, il arrive dans l'hypopharynx. L'hypopharynx, c'est l'espace qui est juste avant le sphincter œsophagien supérieur, donc le muscle cricopharyngien qui est censé se relâcher complètement pour pouvoir laisser passer le bol alimentaire vers l'œsophage. Donc, en quittant l'hypopharynx, on rentre dans l'œsophage à partir du moment où on a passé le sphincter œsophagien supérieur. Et le bol va continuer son chemin jusqu'à l'estomac par de péristaltisme progressif, des contractions qui doivent se faire de manière harmonieuse et souple pour arriver à passer le sphincter œsophagien inférieur qui ferme l'œsophage et empêche donc le reflux de ce qui est alimentaire dans l'estomac de remonter, qui empêche la remontée vers l'œsophage. Donc, on a deux sphincters, un supérieur et un inférieur, qui ferment l'œsophage. Et puis ensuite, nous arrivons dans l'estomac et le bol va continuer son chemin vers le duodénum, l'intestin et puis le côlon. Donc, les troubles qui vont causer une dysphagie seront soit des troubles anatomiques parce qu'il y a soit quelque chose qui empêche le passage, il y a une sténose, ou alors il y a une fausse route ou une poche, une voie supplémentaire, donc une poche supplémentaire qui se crée. Et en ce moment-là, le bol alimentaire ne sait pas suivre le chemin par lequel il est censé passer. Et les troubles fonctionnels, ce sont alors des troubles qui arrivent avec un manque de coordination entre la propulsion déjà du bolus à partir de la bouche, de la langue, avec une pulsion vers l'arrière de la langue qui va propulser tout le bol pour qu'il se retrouve dans l'oropharynx, et puis l'ouverture qui doit être harmonieuse du sphincter œsophagien supérieur
et la fermeture. Donc, tous ces mouvements doivent être coordonnés et réalisés en temps utile pour qu'il n'y ait pas de mauvais passage, parce que s'il y en a un qui ne se fait pas correctement, directement, il y a une sensation de blocage, il y a une fausse route qui s'ensuit, il y a ou une régurgitation ou un vomissement. Donc, ces mouvements-là doivent être coordonnés et harmonieux. Souvent, quand ce sont les solides qui bloquent, c'est parce qu'il y a un déficit au niveau soit de la contraction de la langue ou du pharynx, ou alors il y a une diminution d'ouverture du muscle cricopharyngien, donc le muscle, le sphincter œsophagien supérieur ici qui ne s'ouvre pas suffisamment. Alors comme le bol est solide, il est volumineux, il n'arrive pas à passer au niveau de ce sphincter. Alors, en ce moment-là, on va directement ressentir une dysphagie sur les solides, alors que le liquide parvient quand même à passer. Donc, entre autres aussi, il y a un problème aussi au niveau de la contraction linguale qui n'arrive pas à se faire correctement. Souvent, c'est ce qui arrive chez les patients âgés. Ils ont une déglutition hésitante ou encore les patients qui ont fait un AVC. Ils ont des mouvements qui sont désordonnés au niveau de la coordination des muscles linguaux. Et donc, à ce moment-là, la propulsion du bol alimentaire ne se fait pas de manière harmonieuse. C'est hésitant, ça se fait en plusieurs fois avec des risques de temps en temps de passage de fausse route. Donc, ça, c'est encore une image qui vous remontre donc où est l'oropharynx, le muscle de la langue avec le bol qui arrive dans la cavité orale, qui passe dans l'oropharynx, puis dans l'hypopharynx une fois que l'épiglotte est rabattue, et ensuite passage dans l'œsophage. Alors, les pathologies que nous pouvons rencontrer, c'est soit un web, soit un anneau ou un diverticule à cet étage-ci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donc mettre en évidence? C'est quoi le web? Le web, ce sera un mince pli de la muqueuse œsophagienne et elle se trouve en général au niveau de la paroi antérieure de l'hypopharynx ou de l'œsophage proximal. Donc, c'est une petite empreinte parce que la membrane, la muqueuse fait un petit repli et ce petit repli entraîne quand même un certain désordre et limite un petit peu le passage de la nourriture à ce niveau-là et peut être ressenti par le patient comme une difficulté à avaler. Alors, sur le TOGD, ça va se présenter comme un défaut de remplissage de la lumière œsophagienne. Ça se montre comme une petite étagère, donc ça a 1 ou 2 millimètres d'épaisseur. Attention, le gros diagnostic différentiel à faire ici, c'est un muscle cricopharyngien proéminent, un muscle cricopharyngien qui ne se relaxe pas. Donc, voilà ici l'image du web. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, il y a une petite empreinte. On dit une image comme une petite étagère. Donc, quand vous voyez les images, quand vous avez une petite étagère, vous avez juste un petit coin comme au niveau d'un mur. Donc, le web, il est antérieur. C'est un petit repli de la muqueuse. Donc, on a une petite ombre qui se présente sur la paroi antérieure. Et le cricopharyngien, par contre, lui, il est postérieur. Et en général, il se retrouve entre C5 et C6. Donc ici, vous avez l'image donc, de ce patient de face et ici de profil. Vous voyez qu'à différentes étapes, jamais cette lacune ne se comble, jamais cette image ne disparaît. La paroi se déplisse, le remplissage se fait un peu mieux, mais jamais à cet endroit, il n'y a un effacement donc, de cette lacune. Donc ça, c'est un muscle cricopharyngien proéminent. Il est postérieur. Par contre, mon web, il est antérieur, il est partiel, il fait 1 à 2 mm, il n'est pas plus épais que ça. Donc, ça, c'est la première pathologie que l'on rencontre quand on commence à analyser la vidéodéglutition. C'est beaucoup plus facile, effectivement, quand on a une fluoroscopie, parce qu'on peut alors enregistrer 8, 10 images par seconde. Lorsqu'on doit faire des images sériées, il faut alors avoir une cadence sur la pédale qui est quand même assez rapide pour pouvoir arriver à capturer cet instant qui est vraiment très subtil. La déglutition, elle se fait en quelques secondes.
Pour l'endoscopiste, puisque nous avons le professeur Shindano qui est avec nous, ben, l'endoscopiste, quand il va rentrer dans la lumière de cet œsophage, il va voir juste quelque chose qui l'empêche, il va voir un repli de la muqueuse, il va voir un bombement, mais il ne sait pas dire ce qu'il y a derrière. Donc, ils ont besoin de nous pour pouvoir faire la différence entre les différentes lacunes ou les différentes protrusions qu'ils ont dans la lumière. Donc, ça, c'était le pli vers la lumière. Le diverticule, ça, c'est une image d'addition. Donc, le diverticule, c'est en plus, c'est en dehors de la cavité naturelle. À l'étage hypopharynx, œsophage supérieur, le diverticule de Zincker, c'est le diverticule le plus fréquent. Il vient du fait que le muscle cricopharyngien qui ne se relâche pas va provoquer à la longue une surpression sur la partie qui la surplombe et alors il va se créer une poche. C'est le diverticule de Zincker. Alors, le patient va souvent se plaindre qu'il n'arrive pas à avaler, mais que de temps en temps, après son repas, 2, 3 heures, un peu comme une vache, et hop, il y a encore de la nourriture qui repasse dans la bouche. Donc, lorsque son diverticule, son petit sac s'est rempli suffisamment, et qu'à un moment, il y a un trop-plein, et ben, cette nourriture-là, soit il va la ravaler, soit elle va repasser vers le haut. Donc, après avoir mangé, il a de temps en temps comme ça des retours dans la bouche. Il existe aussi deux autres types de diverticules au niveau de l'œsophage. Ce sont donc les diverticules de pulsion. Celui-là, il se met au niveau de l'œsophage inférieur. Et là, il est lié à un trouble de la motricité du sphincter œsophagien inférieur. Il se met aussi comme une image d'addition, c'est une image en plus. Il existe des diverticules de traction. Cela, en fait, ça vient d'une cicatrisation des ganglions lymphatiques. Donc, en fait, le processus de cicatrisation de fibrose qui peut se passer au niveau du médiastin va attirer l'œsophage et va donner une image plutôt triangulaire en plus, en dehors de l'œsophage. Donc, et ça, c'est souvent assez fréquent quand on a, par exemple, les tuberculoses avec une atteinte ganglionnaire médiastinale. Donc, voilà mon diverticule de Zincker. Vous voyez la lumière de mon hypopharynx. Et là, vous avez une image d'addition à l'arrière, donc qui se remplit. Et quand mon œsophage sur la deuxième image s'est vidé, eh bien, il reste toujours un peu de contraste dans ma poche. Et ça, c'est la vue de face où on voit que ce diverticule est rétentionnel. Et donc, lorsqu'il y a des débris alimentaires, ils vont y rester et une fois que la poche est vraiment très, très remplie, ben, elle va se vider secondairement. Soit au moment où on ne s'y attend pas, ça va passer dans les voies aériennes, ou alors ça remonte dans la bouche. Tout dépend un peu de la taille du diverticule et de son contenu. Donc, voilà. Deuxième pathologie, le diverticule de Zincker lorsqu'on est à l'étage haut. L'anneau de Chatsky, ça, c'est une membrane circulaire qui est lisse. Elle est formée par une protrusion donc de la muqueuse et de la sous-muqueuse et elle siège au niveau de l'œsophage inférieur. Le web, il est haut. Le Zincker, il est haut. Le diverticule de pulsion, il est distal. L'anneau de Chatsky est aussi distal. Il peut être symptomatique lorsque l'anneau devient serré en deçà d'un centimètre, de 13 millimètres à peu près. À partir de ce moment-là, il commence à être symptomatique parce que la nourriture va buter contre un obstacle et donc ralentir le passage. Et ça peut s'accompagner. Et c'est souvent aussi lié à un reflux gastro-œsophagien. Dans un contexte de reflux gastro-œsophagien chronique, on peut retrouver plus facilement des anneaux de Chatsky. Et à la TOGD, en fait, on aura un rétrécissement concentrique lisse de 2-3 mm d'épaisseur. Et en général, il y a une hernie hiatale qui est sous-jacente. Donc, je vous dis, la hernie hiatale, avec le reflux, va faire en sorte, peut s'accompagner à la longue de cet anneau de Chatsky. Et donc, voilà, ça, c'est une image empruntée parce que je n'en avais pas d'aussi belle. Donc, on voit bien qu'il y a comme ça une image concentrique qu'on imagine bien, quelle que soit l'incidence où vous allez être en antérieur, en profil, en oblique, vous aurez toujours comme ça une image d'empreinte extrinsèque qui est circonférentielle, donc une réduction de la lumière parce que la muqueuse et la sous-muqueuse se replient vers la lumière. Et vous avez une petite hernie hiatale qui y est associée. Alors,
les troubles de la motilité. Donc ici, on a fini avec les anomalies anatomiques. Donc on voit qu'il y a soit une ombre, soit une poche en plus. Ça, c'est anatomique. Maintenant, les troubles de la motilité de l'œsophage, là, c'est on regarde comment l'œsophage se contracte et on essaye de voir si ce fluide qui descend de manière harmonieuse ou disharmonieuse. Et normalement, le péristaltisme doit être fluide et lisse. Le bolus doit descendre facilement vers l'estomac. Dans les troubles primaires, c'est-à-dire ceux qui sont liés à un dysfonctionnement direct constitutionnel de l'œsophage, on a la chalasie, on a les spasmes œsophagiens diffus, on a l'œsophage en casse-noisette et les troubles de la motilité non spécifique. Ces deux-là sont plutôt du ressort de la manométrie, parce que nous, on ne pourra pas arriver à faire vraiment la différence entre les deux. Donc, nous allons plus nous atteler sur l'achalasie et les spasmes œsophagiens diffus, qui, pour nous, seront plus faciles à avoir pendant l'enregistrement de la déglutition. Et dans les lésions secondaires, ben, il y a des maladies systémiques qui sont, il y en a plusieurs d'origine endocrinienne et autres qui vont pouvoir s'accompagner des troubles de la motilité œsophagienne. Donc, l'achalasie vient d'une relaxation incomplète du sphincter œsophagien inférieur. Et quand ce sphincter ne se relâche pas complètement, il en résulte une absence de péristaltisme primaire. Et donc, l'achalasie, comme c'est une maladie qui n'est pas acquise, mais c'est une maladie constitutionnelle, entre guillemets, ça atteint généralement le sujet dans sa jeunesse et il évolue avec cela. C'est une dysphagie qui dure longtemps et qui s'aggrave avec les années qui passent, en fait. Et au niveau du TOGD, on va avoir un méga-œsophage parce que c'est un œsophage qui jamais ne s'est complètement vidé. Et donc, à chaque fois, la nourriture vient, mais ne passe pas complètement. Elle stagne, et au fur et à mesure, l'œsophage devient un réservoir comme l'estomac, et donc il se distend progressivement, et on arrive à avoir un méga-œsophage, qui se termine en espèce de petit bec lisse près de la jonction gastro-œsophagienne. Donc, c'est ce sphincter œsophagien inférieur qui se relâche partiellement, mais pas complètement pour laisser passer le bol alimentaire. Donc, ici, l'image n'est peut-être pas très belle, mais vous voyez qu'ici, j'ai une jonction qui est disproportionnée, qui est beaucoup plus mince que cet œsophage et qui est très dilaté. Donc, on a une disproportion entre les deux. Et dans les achalasies qui sont secondaires, celles-là viennent d'une tumeur au niveau de la jonction œsogastrique qui va entraîner un rétrécissement de cet œsophage distal. Mais lorsque c'est tumoral, en général, le rétrécissement est très long. Il ne concerne pas que le sphincter, mais il s'étend entre la partie du cardia et l'œsophage distal en lui-même. Et la différence avec l'achalasie primaire, c'est que les contours sont irréguliers parce que la tumeur envahit la paroi, la tumeur envahit la muqueuse et donc il y a des aspérités et le moulage de la barite n'est pas lisse, il est tout à fait irrégulier avec des contours irréguliers. Évidemment, comme on est dans un contexte tumoral, il y aura une perte pondérale. Et contrairement à la chalasie primaire qui débute dans la jeunesse, c'est une maladie qui apparaît peu de temps avant. C'est un patient qui mangeait normalement et qui brutalement arrive à un niveau où il vous dit, j'ai un blocage, il n'y a plus rien qui passe. Alors, une autre maladie qui, elle est systémique, c'est la sclérodermie qui se présente également comme, ça c'est une pathologie avec atteinte du collagène, ça atteint plusieurs organes en même temps. Euh, L'image peut prêter à confusion parce que c'est aussi une absence de péristaltisme au niveau de l'œsophage, avec un œsophage qui est dilaté, que ce soit dans la chalasie ou dans la sclérodermie. Mais dans la chalasie primaire, c'est un défaut de relaxation. Le sphincter ne se relâche pas. Il est hypertonique, il ne se relâche pas correctement. Par contre, dans la sclérodermie, il est incompétent. Donc, il ne se relâche. C'est pas qu'il ne se relâche pas parce qu'il est très tonique, c'est qu'il
il n'arrive pas à se laisser, il n'arrive pas à se fermer complètement, il n'arrive pas à s'ouvrir complètement, donc il dysfonctionne. Et dans la sclérodermie, il y a un reflux gastro-œsophagien parce que ce sphincter peut arriver, à certains moments, ne se ferme pas. Alors que dans la chalasie, c'est fermé. Il n'y a pas de reflux gastro-œsophagien dans la chalasie. Dans la sclérodermie, il y a un reflux gastro-œsophagien. Donc ici, vous avez deux exemples qui sont quasiment les mêmes. C'est vrai que quand on regarde, c'est un méga-œsophage, c'est un contenu hétérogène. Vous avez une barite qui est complètement lacérée, une paroi qui est mitée comme ça, soit par des inflammations chroniques ou alors par des débris alimentaires. Et on a ce petit bec par lequel il se termine. Dans l'achalasie, ici, c'est une achalasie où il y a encore un passage, on n'a pas une sténose serrée. Et ici, dans la sclérodermie, vous voyez qu'il y a quand même, les plis sont irréguliers, ils sont rugueux, comme dans la hernie hiatale, on voit que ce sont des plis gastriques qui souffrent. Ça, c'est le reflux gastro-œsophagien euh, qui, euh, qui accompagne le méga-œsophage de la sclérodermie. Alors, ceci, c'est juste une petite curiosité pour vous montrer aussi un méga-œsophage. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à partir ça, c'est la zone de mon sphincter. Et puis, j'ai une petite poche cardiale qui se remplit quand même et j'ai un stop. En fait, ceci, c'est un anneau gastrique. Donc, c'est une petite, comme une espèce c'est un anneau pneumatique qu'on remplit avec de l'eau que l'on injecte par la tubulure qui est là. Et l'anneau pneumatique, en fait, va avoir pour effet de serrer la région phindique de l'estomac ou encore plus petit, la région cardiale pour laisser juste un petit estomac pour les gens qui veulent maigrir. Ça, c'était les précurseurs, en fait, avant la chirurgie bariatrique, où carrément maintenant, on coupe l'estomac pour n'en laisser qu'une petite poche. Et pourquoi est-ce que ce type de montage est de plus en plus abandonné? Parce que justement, il y a beaucoup de complications. Et ici, c'était une patiente qui, malgré qu'on avait déjà débloqué, on avait vidé complètement le contenu de son anneau, mais je pense, ça faisait plus de 20 ans qu'elle avait cet anneau. Il doit certainement y avoir de la fibrose parce qu'il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a rien qui passait au-delà de l'anneau, donc on a un méga-œsophage en amont avec une distension de la petite poche cardiaque qui surplombe la zone de l'anneau et rien ne passe. Et au bout d'un certain temps, lorsque l'œsophage ne sait plus contenir la nourriture qui arrive, eh ben, tout repasse par le haut. Dans les troubles moteurs, il y a également les spasmes œsophagiens diffus. Donc, en ce moment-là, on a plusieurs contractions qui se font, mais en désordre. Elles sont pas harmonieuses. Elles arrivent en même temps, mais elles sont disharmonieuses et ça donne un aspect d'œsophage en chapelet ou en tire-bouchon. Normalement, ce n'est pas sténosant. C'est dérangeant, ça peut faire mal au patient, mais ça ne doit pas empêcher la nourriture de descendre. La nourriture descend quand même, mais pas avec une contraction belle et harmonieuse et lisse. Ça peut être primaire parce qu'il y a une maladie de l'œsophage même, mais ça peut être aussi secondaire à d'autres pathologies. Et donc voilà un spasme œsophagien diffus avec des diverticules de pulsion, comme je vous disais, qu'à force, lorsque l'œsophage n'arrive pas toujours à envoyer, s'il envoie le bolus contre résistance, il peut se créer des diverticules latéralement. Donc le diverticule de Zinker, c'est parce qu'il faut pousser contre un cricopharyngien qui résiste. Et il y a des diverticules de pulsion qui peuvent se former, eux, dans l'œsophage thoracique, plutôt parce que les contractions sont inefficaces, et soit en forme de tire-bouchon comme ici, ou en forme de chapelet. Alors, la deuxième plainte pour laquelle le patient viendra souvent faire un OED, c'est donc on a fini avec la dysphagie. Donc, il a du mal à avaler. On a vu les différents éléments qui peuvent empêcher le bolus de pouvoir descendre. Le deuxième symptôme pour lequel le patient viendra souvent consulter, c'est le reflux gastro-œsophagien. C'est la remontée acide dans la bouche, c'est la remontée, c'est les efforts c'est de la toux permanente parce que
l'acidité irrite les voies respiratoires. C'est le patient qui, dès qu'il a fini de manger, il sent que la nourriture remonte dans sa bouche, ou alors c'est quand il est couché, il sent qu'il y a un trop-plein. Et donc, cela vient essentiellement d'une incompétence du sphincter œsophagien inférieur. Et souvent, nos amis gastro-entérologues, quand ils font leur compte rendu, ils disent toujours béance cardiaque. Le cardia est béance, il ne se ferme pas comme il faut, et donc la nourriture remonte facilement. Donc, il y a aussi le fait qu'on ait une vidange gastrique qui est ralentie, comme chez les diabétiques, par exemple, qui ont des gastroparésies. Donc, lorsque la vidange œsophagienne ou gastrique est ralentie, il y a stagnation. Et donc, plus facilement, la nourriture va aussi remonter parce qu'au lieu d'être digérée dans les temps impartis, elle stagne, elle traîne. Et lorsqu'on va se coucher, eh ben, la nourriture n'a pas encore été évacuée vers le duodénum. La position couchée avec un sphincter béant, eh ben, il y a une remontée directe. Ça s'accompagne d'une plainte donc de brûlant. Les patients vont vous dire à chaque fois que je mange en postprandial et dès que je me couche, j'ai du brûlant, ça brûle dans ma gorge, ça brûle dans mon thorax, ça c'est le pyrosis. Ou alors ils ont carrément de la nourriture ou du liquide qui remonte directement dans la bouche. Euh, et le fait d'avoir toujours ces remontées acides dans la bouche, ça finit par irriter les voies aériennes. Donc, on a une trachée qui est souvent rouge, irritée. Et on a aussi des voies bronchiques qui sont aussi irritées par cette permanence acide qui reflue. Les patients peuvent aussi se plaindre quand même aussi de dysphagie malgré tout. Et cette dysphagie peut être reliée ou non à une sténose inflammatoire qui s'est installée avec le temps. Alors, le reflux, donc la présence du contenu gastrique acide, va entraîner une inflammation de l'œsophage. Donc, on a des œsophagites. Les œsophagites, elles sont soit donc liées au reflux, ou il y a aussi des œsophagites qui ne sont pas liées au reflux. Donc, il y a des œsophagites qui sont liées à des microbes, les œsophagites qui sont liées à une irradiation dans le cadre de la radiothérapie. Si on fait une radiothérapie centré sur le médiastin, eh bien, l'œsophage va trinquer et va s'enflammer. Il y a des œsophagites qui sont secondaires à la prise de caustique. La personne qui veut se tuer et qui boit qui boit un produit détergent acide, ben, il va brûler complètement son œsophage. Il y a des médicaments aussi qui peuvent entraîner une inflammation de l'œsophage. Donc, il y a d'autres causes d'œsophagite que le reflux gastro-œsophagien, mais le reflux gastro-œsophagien reste quand même le premier élément. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver avec notre pacification digestive? L'idéal pour les œsophagites, c'est de faire du double contraste. Donc, le docteur Matabaro nous avait expliqué la semaine dernière comment il fallait faire un double contraste. On avale d'abord de la barite et puis on prend des comprimés effervescents. Ces comprimés effervescents vont apporter de l'air dans l'œsophage, ce qui va pouvoir lacérer un petit peu la barite et pouvoir tapisser au mieux la barite pour pouvoir voir les détails. Maintenant, le professeur Shinda va nous dire qu'il n'a pas besoin de ça. Avec sa caméra, il voit mieux. Effectivement, il verra beaucoup mieux les œsophagites, il verra beaucoup mieux les causes d'œsophagites que nous. Et donc, là, nous lui cédons réellement la place, mais nous pouvons être ce premier relais pour pouvoir lui dire, tiens, je pense que ici, il y a peut-être une suspicion de. Donc, ce qui se passe, ce qu'on va pouvoir détecter, ce sont des plis longitudinaux sur la paroi, sur la muqueuse œsophagienne, qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus grossiers. On peut voir aussi des ulcérations ou des érosions de muqueuse. On peut aussi bien objectiver une sténose et ça permet de bien voir également la jonction gastro-intestinale et le tiers inférieur de l'œsophage et voir où se situe cette jonction. Est-ce qu'elle est infradiaphragmatique ou elle est supradiaphragmatique dans le cadre de la hernie hiatale, par exemple. Et ça, par contre, le gastro-entérologue ne saura pas dire où se trouve cette jonction, si elle est supradiaphragmatique ou infradiaphragmatique. Donc, nous sommes complémentaires. Ici, je vous montre donc l'image. Donc, la première image ici, mon patient, il était debout. Donc, vous avez bien de l'air dans la poche à air. Il n'y a rien qui remonte.
Je le mets en position couchée, donc j'ai un remplissage un peu plus de ma poche à air et vous voyez que très spontanément, il y a de la barite qui commence à remonter vers l'œsophage et en restant un peu plus longtemps couché, et en faisant des mouvements de décubitus en oblique antérieur, droite ou gauche, en bougeant un petit peu, on voit que hop, j'ai une remontée massive spontanée, sans effort, du produit de contraste vers l'œsophage. Alors, vient avec le reflux gastro-œsophagien, la hernie hiatale. C'est quoi la hernie hiatale? La hernie hiatale, c'est une migration du cardia et de la partie haute de l'estomac à travers l'orifice diaphragmatique. Donc, c'est une portion, la portion proximale de l'estomac, qui remonte au-delà du diaphragme et donc qui n'est pas à sa place habituelle. Et donc, comme le sphincter œsophagien est supradiaphragmatique, mais il est beaucoup plus haut, et que l'orifice du diaphragme ne joue plus son rôle de fermeture, eh bien, le hernie hiatale va effectivement encore plus entretenir ce reflux gastro-œsophagien. Donc, la hernie hiatale par glissement, donc c'est juste une remontée de cette partie haute de l'estomac. La hernie hiatale par roulement, c'est carrément toute la grosse tubérosité gastrique qui passe par l'orifice diaphragmatique et la jonction gastro-œsophagienne est toujours en place. Donc, c'est quelque chose qui s'enroule à côté de la jonction œsogastrique. Dans la hernie par glissement, c'est l'ensemble qui monte. Dans la hernie par roulement, c'est une image qui se rajoute sur le côté. Donc, encore une petite image pour vous montrer le mécanisme de la hernie hiatale par glissement ou alors par roulement, où vous voyez carrément un estomac qui est complètement enroulé et avec une jonction œsogastrique qui est restée en place en région supradiaphragmatique. Alors, ceci, c'est pour vous démontrer donc le déroulement de mon examen. Là, on commence à blanc. Je n'ai pas encore donné à boire et je vois déjà qu'il y a de l'air derrière mon cœur. Donc, sur cette radiothorax, on peut déjà se douter qu'il doit y avoir une hernie hiatale parce que c'est de l'estomac qui ne peut pas se trouver derrière le cœur. Il ne peut pas y avoir de l'air dans le médiastin, pas en poche distendue. Alors, le patient commence à boire, le produit de contraste descend, et là, je vois déjà qu'il y a une formation qui se remplit progressivement, et j'ai mon contraste qui file à gauche, alors que normalement, ça devrait descendre. Et ici, je suis très clairement en supradiaphragmatique, et plus je lui donne à boire, plus cette poche se remplit et me démontre bien cette hernie hiatale avec une grosse poche qui est supradiaphragmatique. Encore un autre exemple où, ça c'est mon premier cliché, on est debout, il y a de l'air au niveau de la grosse tubérosité, et puis lorsque je couche le patient, eh bien, il se forme une poche supradiaphragmatique, une hernie hiatale par glissement. Vous voyez que l'estomac, le reste de l'estomac est en place, il n'y a que la première portion du cardia qui s'est glissée vers le haut et qui se remplit, et à partir de là, eh bien, il y a un reflux qui se forme. Ça, c'est un autre exemple de hernie hiatale. Alors, les autres œsophagites, ben, je vous ai dit infectieuses, ben, ça, c'est les candidats, les virus comme l'herpès, le CMV, la tuberculose aussi peut entraîner des œsophagites. Souvent, ça se passe dans un contexte d'immunodépression, souvent chez les sidéens ou alors chez les diabétiques. Au niveau du TOGD, on va retrouver des plaques irrégulières sur la muqueuse de l'œsophage ou des ulcérations, ou un œsophage hérissé, ou un œsophage spumeux. Spumeux, c'est-à-dire c'est comme s'il y a des bulles. Et cet aspect doit pouvoir se voir avec un double contraste. Avec un simple contraste, vous allez inonder tout le relief. Vous ne verrez absolument pas du tout les détails. Mais comme je le dis, ici, le gastro-entérologue est roi. Mais si vous n'avez pas de gastro-entérologue à proximité, je pense que la première des choses, c'est que vous êtes amené à pouvoir faire ce diagnostic, en tout cas à pouvoir l'avancer, à avancer cette hypothèse et pouvoir
avoir des arguments pour pousser vers une gastro-entérologie, vers l'endoscopie. Et donc, vous voyez des plaques comme ça. Donc, la barite, elle ne tapisse pas de manière homogène. Il reste des trous allongés. Ce sont des zones de muqueuse où il y a des espèces de plaques blanchâtres qui se mettent sur la paroi, mais donc qui empêchent un moulage par la barite. Ou alors, il y a des petites images d'addition comme ça qui se mettent sur le côté avec un espèce de pseudo-diverticule ou le côté un peu spumeux comme ça. C'est comme s'il y avait des bulles d'air. Dans la lumière œsophagienne. Donc ça, c'est une œsophagite à candida. Dans les œsophagites post-radiques, ça arrive assez rapidement après une radiothérapie. On a un œsophage qui est aussi granuleux, il y a des zones d'ulcération et on peut aussi avoir des longues sténoses. Une fois que la réparation se fait, on peut avoir vraiment une zone d'œsophage qui ne se distend plus, qui est figée par l'inflammation chronique. Euh, et un qui est gros pourvoyeur de sténose, ce sont les œsophagites caustiques, parce qu'une fois que c'est brûlé, l'œsophage perd de sa souplesse et reste vraiment rigide. Et donc, on a de très longues zones de sténose fixées. Il peut y avoir aussi des perforations. Et quand on a des œsophagites caustiques, il faut peut-être mieux utiliser un produit de contraste hydrosoluble, en tout cas si on sait que c'est ça le contexte. L'endoscopie restera toujours maître pour pouvoir mieux visualiser, en tout cas évaluer les lésions. Et en phase chronique, comme je vous disais, le rétrécissement reste fixé, il est lisse et il est long. Et en général, ça atteint l'œsophage supérieur et moyen parce que ça brûle par le haut avant d'atteindre les zones distales. Donc voilà, vous avez un œsophage ici qui est lisse, qui est bien, qui se distend, mais avec une zone où il n'y a plus de distension. On a beau remplir, ça ne se déploie plus. Et ici, c'est une œsophagite médicamenteuse qui donne aussi des rétrécissements comme ça de l'œsophage, qui perd de sa souplesse, qui perd de sa capacité à se distendre avec un bol de barite épais ou en tout cas suffisamment consistant qui peut pour distendre. Ici, évidemment, vous avez besoin d'un remplissage. Lorsqu'on veut avoir un remplissage de la lumière, lorsqu'on veut avoir une distension, lorsqu'on cherche une sténose, le premier élément à utiliser, c'est de la barite épaisse. Si vous cherchez à comprendre comment il y a quelles sont les lésions de la muqueuse, si vous voulez avoir le détail de la muqueuse, là, vous allez faire du double contraste. Donc, il faut pouvoir jongler de l'un à l'autre, de pouvoir savoir quelle est l'indication de l'examen et de pouvoir utiliser la meilleure technique. Mais vous restez maître de la technique pour pouvoir répondre à la question. Les tumeurs de l'œsophage, on les a évoquées avec la chalasie secondaire. Donc, en ce moment-là, on aura un défaut de remplissage aussi, qui sera soit il est lisse sans ulcération ou nodularité. On aura des angles droits ou obtus lorsque ce sont des tumeurs bénignes de type léomyome, fibrome, neurofibrome, hémangiome ou polype. Lorsqu'on a une tumeur maligne de type adénocarcinome ou carcinome épidermoïde, en ce moment-là, la lumière est quand même beaucoup plus irrégulière avec des ulcérations et des nodularités. Donc, lorsqu'on a un défaut de remplissage qui est plutôt lisse, souple, sans irrégularité, sans nodularité, on va penser à une tumeur bénigne de l'œsophage. Lorsqu'on a un rétrécissement irrégulier avec des ulcérations, une muqueuse qui est vraiment inhomogène, on va penser plutôt de tumeur maligne. Donc ici, par exemple, c'est un rétrécissement où on voit que l'œsophage, la jonction avec le cardia, ici, est tout à fait rétrécie. Je n'ai jamais réussi à remplir davantage. Ce n'est pas une zone tumorale. Ici, en fait, c'est un post-op de Nissen. Le Nissen, c'est une plicature de l'estomac. On plie l'estomac, on en fait un manchon autour de la jonction œsogastrique, autour du cardia, pour empêcher le reflux. Et donc, ici, le Nissen était tellement serré que finalement, il n'y a plus rien qui passait. Même le contenu de l'œsophage descendait difficilement dans l'estomac. Donc, ça, c'est une image de sténose qu'on peut avoir, une sténose qu'on dit lisse ici, parce que les contours sont bien lisses.
Par contre, quand on a ici, vous voyez que c'est... Et là, je remplis au fur et à mesure, hein, mais j'ai toujours une zone lacunaire qui ne se remplit pas correctement, dont les contours sont nodulaires, qui sont irréguliers. Et donc ça, c'était une tumeur qui envahissait d'une part le cardiaque et qui s'étendait vers l'œsophage inférieur. Un autre élément qui peut aider aussi lorsqu'on a des ingestions de corps étrangers, évidemment, si c'est une pièce de monnaie, bon, c'est un peu plus rare dans nos contrées d'avoir des pièces de monnaie, mais un enfant avale facilement une pièce métallique si le corps est radio-opaque. Il y aura, bon, l'os de poulet, vous pouvez peut-être avoir un peu de chance de le voir. L'aiguille de couturière, oui, vous pouvez aussi peut-être le voir. C'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà eu, moi, un scanner pour une personne qui avait avalé une aiguille de couturière. Donc, ça peut arriver. Donc, si c'est radio opaque, ben, avec rien qu'une radio simple de thorax ou d'abdomen à blanc, ben, vous pouvez voir le corps étranger. Si c'est pas radio opaque, vous pouvez avoir une chance effectivement de voir l'obstacle parce que ça va avoir un blocage au niveau de la sténose. Dans la perforation œsophagienne, qu'elle soit spontanée ou iatrogène, on ne va pas trop citer les responsables, mais bon, une gastroscopie mal menée peut aussi se conduire à une perforation. Et donc, la perforation œsophagienne, c'est le syndrome de Bourrave, donc, qui peut arriver lorsqu'on fait un effort de vomissement violent. En ce moment-là, l'œsophage se fissure, il y a de l'air qui passe dans le médiastin, donc on a un pneumomédiastin majeur. Quand on a une suspicion de perforation œsophagienne, c'est un produit de contraste hydrosoluble qu'il faut utiliser, certainement pas de la barite, pour pouvoir aussi déterminer quel est le site de la perforation et pouvoir aider aussi le chirurgien qui doit y aller de ne pas ouvrir à l'aveugle, mais de pouvoir cibler au moins la zone d'intérêt. Les déchirures de Mallory-Weiss, ce sont des déchirures qui arrivent, mais ce sont des déchirures qui sont intramurales. C'est entre la muqueuse et la sous-muqueuse que ça se passe, donc ce n'est pas transfixion, on ne sort pas de l'œsophage, c'est contenu dans la paroi, et donc ça donne une image de fuite intramurale. Un troisième symptôme pour lequel on va demander un TOGD, c'est l'anémie. L'anémie qui peut arriver parce qu'on a un ulcère gastrique et qui saigne à bas bruit et qui finit par fatiguer le patient et par diminuer son hémoglobine. En ce moment-là, avec un double contraste, on a plus facile à aller voir le détail au niveau de l'estomac. On va voir que le relief est plutôt euh, boursouflé, je dirais. Quand il y a de l'œdème, on a des cratères qui se forment là où il y a les zones d'ulcération. Le produit de contraste va s'accumuler dans l'ulcère, ça forme un petit cratère avec une convergence de plis muqueux autour qui sont réguliers et lisses. C'est le domaine ici du gastro-entérologue très clairement. Mais bon, nous pouvons toujours, comme je le dis, en premier relais, lorsqu'il n'y a pas de gastro sous la main, commencer par un TOGD. Ça ne coûte rien et ça peut apporter énormément. Donc ici, vous voyez une image d'érosion avec une petite niche. Donc on a l'œdème autour et la zone où il y a l'érosion, ben, la barite s'accumule. On a un relief qui est plutôt irrégulier dans le cadre de la gastrite. On a vraiment des plis muqueux qui sont irréguliers, mais une fois de plus, c'est très peu spécifique en radiologie. Et là, très clairement, le gastro-entérologue est bien meilleur que nous pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, ceci m'a emmené un petit peu à faire le tour depuis l'hypopharynx jusqu'à l'estomac. Les gastrites, je vous dis, les ulcérations, les érosions, bon, les tumeurs, on a vu la tumeur à la jonction entre cardia et œsophage, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a un défaut de remplissage parce qu'il y a un processus expansif, irrégulier qui remplit la lumière. Ça reste le domaine de prédilection des endoscopistes, mais donc voilà.
Alors, le transit grêle, nous descendons un cran plus bas, ou bon, le duodénum aussi, avant d'arriver au niveau du grêle. En général, ben, les pathologies du duodénum, ce sont soit des sténoses ou encore, ben, j'avais un syndrome de la pince orthomésentérique que je vous passe ici, mais ça reste le même principe, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche la progression de la barite. Le transit grêle, ce sera souvent pour aller chercher des obstacles, une tumeur, qu'elle soit sténosante ou non, ou juste un effet de masse extrinsèque par rapport à la lumière intestinale. Je n'ai pas mis d'exemple parce que c'est un examen que réellement on fait de moins en moins parce qu'il prend énormément de temps et puis il est supplanté par le scanner, l'entéroscanner, que ce soit avec produit de contraste ou à l'eau est de loin plus intéressant parce que c'est une seule acquisition et au moins on voit tout l'environnement. On voit la paroi de l'intestin, mais on voit aussi ce qu'il y a autour, au sein du mésentère. Donc le transit grêle, je le passe un peu rapidement. L'anémie peut aussi être secondaire à une tumeur du cadre colique jusqu'au niveau du rectum. Et donc pour pouvoir aller analyser le cadre colique, on va faire un lavement baryté. Et le lavement de baryton, on peut le faire soit en simple contraste ou en double contraste. Ça permettra de voir les diverticulites, par exemple. Ça permettra de faire des contrôles post-opératoires pour un chirurgien qui s'inquiète d'une fistule ou de l'étanchéité de son anastomose. Dans le cadre pour les enfants d'une maladie de Hirschsprung, on peut opacifier et voir quelle est la forme du côlon, le côté rétentionnel ou pas. On peut mettre en évidence les polypes ou le cancer colorectal. Ça peut être dans le cadre des suivis post-opératoires, une fois qu'on a enlevé le cancer, la récidive sur le site opératoire, si l'opération a été bien menée ou pas. On ne peut pas faire de lavement baryté chez quelqu'un qui a un mégacolon toxique ou une colite pseudomembraneuse. Donc, quand on a une inflammation de type colite pseudomembraneuse, qu'on le sait, on doit éviter de pouvoir faire le lavement baryté. Ceci, c'est une image pour vous montrer entre le simple contraste et le double contraste. Un simple contraste, on remplit avec la technique vous a été expliquée aussi la dernière fois, donc avec le bac, au moins 2 litres de contraste. Le côlon est rempli, l'intestin grêle ici ici je pense que c'était et un transit plus opacification du côlon. Par contre, le double contraste, on a de l'air et de la barite. Cela permet d'avoir un meilleur moulage des parois et donc de pouvoir mieux aller chercher les petites lésions de parois. Cette image, c'est dans le contexte post-opératoire. Ça permet de mettre en évidence une fistule. Vous voyez que par la canule anale, on commence à remplir le sigmoïde et directement, là où il y a la fuite, là où il y a le point de faiblesse de paroi, eh bien, le produit de contraste sort dans le compartiment extraviscéral. Et donc, ceci peut aider le chirurgien à comprendre pourquoi le patient n'évolue pas positivement après sa chirurgie, ou encore pourquoi est-ce qu'il y a une complication à une maladie inflammatoire colique euh, qu'on ne comprend pas avec une péritonite, par exemple. Ceci, c'est une diverticulite où on voit vraiment les plis qui sont grossiers, qui sont arrondis et irréguliers sur un sigmoïde qui est diverticulaire. La fameuse virole ou le trognon de pomme de la tumeur rectale, tumeur colique, pardon. Donc, cette image avec un simple contraste où le remplissage permet de mouler les contours et on voit bien l'irrégularité des contours. Ceci, un double contraste pour aller voir une lésion beaucoup plus subtile qu'est le polype, parce qu'une fois que c'est inondé avec un simple contraste, le polype, vous ne le verrez pas. Par contre, avec l'air qui va un peu chasser la barite, vous arriverez plus facilement à voir les polypes. Voilà, maintenant j'ai assez parlé, je vais passer la parole au docteur Matabaro qui va nous expliquer les cas cliniques qu'elle a eus donc à Bukavu pour étayer encore ce qu'on vient d'expliquer. À toi la parole, Anna. Merci beaucoup, docteur Lefranc, pour ce tour d'horizon des différentes pathologies pouvant être mises au point
grâce au transit ésogastro-duodénal ou alors au lavement barité. Alors, j'ai sélectionné que trois cas. Le premier cas, il s'agissait d'un nourrisson de 14 mois qui était suivi au centre nutritionnel pour malnutrition sévère et chronique, qui présentait entre autres des vomissements récurrents. Et n'affichait pas de prise pondérale malgré un traitement bien conduit. Voilà. Au départ, on a fait une radiographie du thorax pour les dépistages de la tuberculose. C'est systématique chez les enfants mal nourris, surtout quand ils ne répondent pas bien au traitement. Donc, nous avons un cliché de face. Nous avons l'ombre cardio-médiastinale tout à fait banale. Les îles ne nous attirent pas. Les parenchymes pulmonaires nous semblent sains, mais là, à la base, nous avons une opacité homogène qui ne silhouette pas du tout le bord cardiaque à côté. On a complété par les clichés des profils de manière euh, particulière, on ne le fait pas systématiquement. Et voilà cette opacité ici qui semble être dans le médiastin moyen. On s'est dit que ça ne ressemblait pas du tout à un foyer de pneumonie. Et pour trancher, les services d'imagerie, nous avons demandé de faire une opacification. De manière systématique, nous commençons par un cliché à blanc, mais qui s'étend aussi sur l'abdomen. Nous revoyons notre opacité qui nous a dérangé ici. Nous n'avons pas d'escopie, donc nous faisons des clichés serrés en contraste simple. À la première déglutition, nous voyons du produit de contraste là. J'espère que vous voyez. À la deuxième, le produit de contraste, au lieu de descendre comme on s'y attend à gauche, file vers plutôt la droite dans une poche. Voilà, on continue à remplir et nous avons cette énorme poche ici. Donc, le gros de cette poche se trouve plus en intracte thoracique. Il n'y a presque rien, le diaphragme il est là. Il n'y a presque rien en sous-diaphragmatique. Voilà les dernières images faites. Donc, le produit de contraste reste essentiellement dans la cavité thoracique. La poche ici, elle est intrathoracique. Donc, nous avons l'œsophage là. Et puis, la quasi-totalité de l'estomac qui se trouve en intrathoracique. Et plus bas ici, si c'est le duodénum, mais pas bien visualisé. Donc, pour le premier cas, évidemment, nous avons retenu une hernie hiatale, probablement par glissement. C'est la plus fréquente et la totalité de l'estomac se trouve en intrathoracique. Est-ce qu'elle était congénitale? Peut-être, mais voilà. Le deuxième cas, il s'agit d'une jeune dame de 22 ans qui aurait avalé par mégarde un papier en aluminium et qui depuis lors présentait des dysphagies. Je pense que c'est une patiente du professeur Shindano. Et voilà, l'examen a été fait aussi, surtout sur demande de la patiente. Donc, nous avons commencé par faire euh, une radiographie du thorax de face à blanc et l'abdomen à blanc pour voir si on pouvait trouver un corps étranger radio-opaque. Ce n'est pas le cas ici. Là, c'est la première déglutition. Nous avons une bonne opacification de notre œsophage. Il n'y a pas de saut de calibre. Voilà, en oblique postérieur gauche. Les contours sont bien lisses. Il n'y a ni image d'addition, ni image de soustraction. Il n'y a pas de rétrécissement, il n'y a pas de majoration des calibres visibles. Il n'y a pas de suffusion liquidienne pouvant nous orienter vers
possibles fistules. Et les images, la série d'images en bas, c'est sur l'estomac. Nous avons la poche à air, nous avons l'air au-dessus et les produits de contraste plus bas qui passent ici déjà dans le duodénum. L'estomac vit de profil, toujours l'estomac. Et en conclusion, nous avons dit que c'était un examen dans les limites de la normale. Nous n'avons pas vu de corps étranger. Et enfin, le troisième cas, il s'agit d'une jeune femme également de 26 ans qui, depuis un an, présentait des dysphagies et au liquide et au solide, avec des régurgitations des débris alimentaires quasi pas digérés et qui faisait de manière fréquente des fausses routes. Il avait également accusé une perte pondérale. Donc, nous avons fait une opacification avec du barium à 125 mg dilué avec 500 ml d'eau. Et nous avons, en contraste simple, nous avons pris des clichés serrés. Alors, sur les clichés sans préparation du tout, il n'y a pas de pneumothorax, pas de pneumopéritoine en tout cas, pas de calcification se projetant au niveau thoraco-abdominal. Ensuite, les patients s'est mis à déglutir les produits de contraste. Nous avons notre œsophage là, vu de face. Vous le voyez un peu mieux ici. On le suit, on continue notre remplissage. Ça, c'est l'œsophage. Et donc, nous voyons tous une importante dilatation de l'œsophage. On mesurait 42 mm de diamètre. Une grosse disparité avec la partie distale ici, qui est très, très effilée, sur à peu près 20 mm. Ceci. Nous voyons que le produit de contraste stagne dans la lumière œsophagienne. Il n'y a pas de fouille de produit de contraste en extraluminal. Il n'y a pas de trajet de fistule. Il n'y a pas de hernie. Nous avons conclu à une achalasie, probablement primaire. Voilà les trois cas que je vous ai préparés. Et merci pour votre attention. Docteur Sandra, vous pouvez reprendre la parole. Merci beaucoup, docteur Anna. Donc, moi, j'ai terminé ici et donc la parole à nos panélistes. Qui débute? C'est le professeur Shindano qui a la parole. Ah, merci beaucoup, docteur Anna, merci beaucoup, docteur Lisfran. Vraiment, je vous félicite pour cette très belle présentation. Docteur Lisfran a balayé la physiologie de l'œsophage, du tube digestif haut, et a montré un bon panorama de pathologies digestives et de leur exploration. Et je remercie aussi le docteur Anna pour ses présentations. Peut-être si je pouvais d'emblée faire un petit commentaire. C'est surtout pour le deuxième cas. Alors, il est très, très rare dans notre contexte clinique de demander une opacification pour un trouble digestif qui ressemble à un trouble fonctionnel, comme c'est le cas. Donc, c'est une patiente qui nous a vraiment scié les côtes pour qu'on explore, alors que c'était évident que c'était un trouble fonctionnel. Et le troisième cas, ça illustre vraiment le degré de collaboration que nous devons avoir avec nos, nos collègues d'imagerie. Et donc, ceci, c'était pour introduire un peu mon petit mot, pour montrer que malgré l'évolution de la science, malgré l'évolution, la multiplicité des techniques d'imagerie, hein, certains examens anciens continuent à garder leur place. Hein. C'est le cas de l'opacification. Dans ma pratique clinique, l'opacification du tube digestif est d'une importance capitale parce qu'elle est complémentaire, comme on l'a montré, à mes explorations, mais parfois elle est préalable à mes explorations. Dans quel sens parfois je dirais que c'est une exploration qui me permet de me sécuriser, notamment dans les lésions hautes de l'œsophage. Par exemple, quand
le docteur Dufort parlait de web. Très souvent, on est inquiet quand nous traversons la bouche des clients, qui est cette partie haute de l'œsophage, où on quitte directement la bouche vers l'œsophage, parce que le passage de l'endoscope est rapide à ce niveau. Et donc, s'il y a un obstacle, nous craignons souvent de léser cet obstacle. Ça, c'est la première chose. Et donc, si on a préalablement une opacification dans ce genre de cas, on est un peu plus prudent. Deuxièmement, ça nous sécurise aussi dans un contexte où l'œsophage peut être rempli, notamment dans les contextes de mégaœsophage. Si l'œsophage est rempli, il y a un risque de fausse route, notamment parce que le patient a son arrière-gorge endormi par l'anesthésie locale. Et donc, si l'œsophage est fortement rempli, il y a un risque que les aliments passent par les voies aériennes et causent un syndrome de Mendelssohn. Et donc là, l'opacification me sécurise aussi de notre point de vue. Et enfin, dans les lésions préperforatives, l'opacification nous permet de, par exemple, décaler ou exclure une exploration par endoscopie. Parce qu'il y a une lésion préperforative ou perforative, là, il ne faut même pas tenter parce qu'il y a un risque d'aggravation des lésions. Et donc, dans ce contexte-là, l'opacification précède mon examen. Mais avant de parler de la complémentarité de cette exploration, je voulais juste revenir sur deux aspects cliniques. Le premier aspect, c'est par rapport aux dysphagies. Donc, c'est important toujours de demander, moi je répète pour les cliniciens, que le patient vous montre avec son doigt le lieu où il sent qu'il y a un blocage. Parce que ça permet d'évoquer les possibilités qu'a balayé le docteur Lifan. C'est-à-dire, si c'est haut, vous savez que ça peut être un web, ça peut être un zincaire. Si c'est bas, ça peut être un diverticule de traction. Ça peut être une sténose caustique. Et donc, la zone de blocage est très utile dans la mise au point diagnostique et ça permet aussi d'orienter l'imagerie quand il va évaluer les lésions radiologiques. Deuxième chose, c'est dans la dysphagie. Il y a un type de dysphagie qu'on observe au cours de la chalasie. Et c'est toujours important de poser la question parce que quand vous posez des questions précises, les patients se retrouvent. Dans la chalasie, il y a un type de dysphagie qu'on appelle dysphagie paradoxale. Dans la dysphagie paradoxale, parfois le patient vous dit bizarrement que les solides passent, les liquides ne passent pas. Et cette dysphagie est aussi capricieuse parce que le patient a l'impression que ça cède d'un jour à l'autre. Par exemple, un jour, les solides passent, les liquides ne passent pas. Le surlendemain, les solides ne passent pas, les liquides passent et inversement. Et donc ça, c'est très typique d'une achalasie, surtout une achalasie primaire chez les jeunes patients. Alors, si je reviens maintenant à la complémentarité de mes examens, surtout les explorations endoscopiques, vous l'avez dit, les pathologies inflammatoires, très souvent, l'endoscopie m'offre des meilleurs résultats parce que ça me permet de mieux visualiser les lésions et ça me permet aussi de prélever les lésions. Là, il n'y a pas de débat. Mais par contre, l'importance parfois de la complémentarité, c'est que l'opacification permet de détecter certaines complications de manière précoce. Par exemple, les sténoses. Dans le suivi, par exemple, d'un patient qui a une œsophagite caustique, l'apparition d'une sténose peut être aussi symptomatique, mais elle peut être déjà visualisée par l'opacification. Lors d'une exploration endoscopique, on peut facilement passer une zone peu sténosée et ne pas la détecter, alors qu'elle est précocement vue quand vous associez une opacification. Donc, pour les lésions inflammatoires, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, pour l'œsophage, l'opacification garde sa place dans la mise au point des causes de dysphagie, surtout dans la chalasie. Parfois, on peut suspecter une achalasie sur base d'une endoscopie, mais le complément que va apporter l'imagerie va nous aider à mieux étudier le diagnostic et même à décider du traitement. L'autre intérêt aussi de l'opacification de l'œsophage dans le contexte de dysphagie,
c'est au cours, par exemple, des œsophagites caustiques. Au cours des œsophagites caustiques, comme je l'ai dit, parfois on peut détecter les lésions perforatives ou pré-perforatives. Ça nous permet aussi de détecter les complications de type sténose. Et dans le cas de complications de type sténose, dans l'évaluation initiale, l'endoscopie peut être amenée à réaliser ce qu'on appelle des dilatations œsophagènes. Mais les dilatations œsophagènes sont contre-indiquées quand l'imagerie vous dit qu'il y a plusieurs sténoses ou si la sténose est étendue, la zone de sténose est étendue. Là, le risque d'échec est important. Et donc, quand vous avez ça, quand vous avez une zone étendue de sténose ou de multiples sténoses, directement, il faut recourir au chirurgien. Donc, voilà où est-ce que l'opacification nous donne un plus dans la mise au point initiale. Au niveau de l'estomac, on l'a déjà dit. Au niveau de l'intestin grêle, l'exploration endoscopique classique se limite souvent au niveau des 2-2. Donc, certaines lésions qui sont au-delà des 2-2, des tumeurs D3 ou du jejunum, sont parfois difficilement accessibles. Et parfois, même les compressions externes, comme vous l'avez dit, parfois, l'opacification peut nous permettre de détecter une zone de compression ou une tumeur distale. Dans les opacifications basses, là aussi, la coloscopie a sa place parce qu'elle nous permet de mieux détecter la majorité de lésions. Mais dans certaines circonstances, notamment dans les cas de dolichocolon ou de mégacolon, en dehors du mégacolon toxique, comme on l'a souligné, un mégacolon congénital ou un dolichocolon peut être mieux visualisé par une opacification qu'au cours de l'endoscopie. Souvent, ce que nous remarquons, c'est qu'au cours de l'endoscopie, vous avez l'impression de ramer avec l'endoscope. L'endoscope s'enroule sur lui-même et puis vous ne terminez pas l'exploration du côlon. Et donc, vous suspectez que le côlon soit long. Et donc, la meilleure précision proviendra de l'opacification. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à l'apport, la complémentarité de l'opacification dans la mise au point des pathologies digestives par un gastroentérologue. Voilà, je pense avoir balayé un peu le sujet. Et s'il y a des questions ou des interventions, je reste disposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Shindano, pour votre rapport. Nous allons directement donner la parole au docteur Nsadi, les deuxièmes panélistes, et puis après, on donnera la parole au public. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Très bien. OK, merci beaucoup. Alors, je voudrais vraiment, en fait, je pourrais dire, après toutes les présentations qui ont été faites, surtout la présentation principale par Sandra, et puis les compléments qui ont été faits, notamment par le professeur Legastro, je puis dire que je n'ai pratiquement plus grand-chose à dire. Mais j'aurais quand même un message extrêmement important et c'est pour cela que je félicite, je remercie les organisateurs pour nous avoir donné cette opportunité parce que c'est également des occasions pour rappeler ce que au radiologue donc, que vous êtes les attentes des chirurgiens. Alors, donc, je disais d'abord vraiment toutes mes félicitations. Sandra, pour ce rappel, vous nous avez rappelé l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie et finalement pour revenir vers le domaine qui est le vôtre, qui est justement la radiologie. Alors, ceci voudrait dire, et là je m'adresse non pas aux radiologues avérés, mais à tous les apprenants qui sont en ligne, que la construction justement du diagnostic, parce qu'en tant que radiologue, vous devez oser, vous devez aller vers les probabilistes, donc le diagnostic le plus probablement tout près. Et pour cela, il faut, dans certaines situations, avoir des notions bien précises des informations issues de l'anamnèse et justement la connaissance de la physiopathologie de la maladie. Je prends, par exemple, les méga-ésophages. Ça peut être
une achalasie, ou tout simplement, c'est que on a vu justement une autre chose qu'une achalasie, un dysfonctionnement, un relâchement justement, un relâchement sphinctérien, mais qui donne la même image. Et donc, c'est extrêmement important en tant que radiologue en construction, en formation, de savoir que il vous faut des notions bien précises d'anatomie, de physiologie et de physiopathologie. Je remercie également les cas cliniques qui ont été présentés. On va peut-être y revenir. Voilà, qui sont extrêmement importants. Maintenant, pour les opacifications, on avait justement, on peut penser, et c'est un peu la tendance avec l'endoscopie, on pense que les opacifications reculent ou tendent à disparaître. Eh bien non, on s'est rendu compte avec la richesse de la pathologie, notamment ésogastrique, que la place de l'opacification est là, présente. Et donc, raison pour laquelle la formation et donc la formation continue, le rappeler que les opacifications, les radiologues doivent pouvoir les maîtriser. Et cette dimension-là est très, très, très importante. On est loin de penser que la gastro vient supplanter, donc remplacer justement, notamment certaines techniques qui pourtant ont leur place. La deuxième chose sur l'opacification que je voulais dire, c'est également la place, évidemment, on ne l'a pas dit parce que là, c'est après le traitement, c'est dans le contrôle. Et c'est extrêmement important. On a vu un exemple, notamment de la complication sur un gastrique, bien sûr, ce sont des techniques dans la chirurgie de l'obésité qu'on utilise de moins en moins, qu'on n'utilise pratiquement plus. Mais il y a des patients qui avaient subi cette chirurgie-là et qui, peut-être les derniers encore sont là, mais l'opacification a sa place justement et doit être très bien maîtrisée dans justement des situations de contrôle post-chirurgie. Post-chirurgie, on a dit donc pour la chirurgie bariatrique, post-chirurgie, notamment dans la chirurgie de l'œsophage. Vous savez, la chirurgie de l'œsophage a évolué maintenant, notamment dans les sténoses caustiques. C'est une œsophagectomie que l'on réalise de plus en plus, parfois pas, mais on a vu que dans notre milieu, par exemple, ce n'est toujours pas le cas. Et donc, il peut arriver que l'œsophage sténosé soit abandonné, on monte notre transplant au-dessus. Et donc, les interprétations des images doivent intégrer justement ces notions-là. Et pour les radiologues, c'est extrêmement important à savoir. Je voudrais dire quelque chose de très important et moi, je prends la parole maintenant, aujourd'hui, je pourrais dire essentiellement pour cela. Parce que là, ça remet la balle et la responsabilité totalement aux radiologues. C'est au niveau de... C'est la petite contribution justement à cette communication. C'est au niveau dans la pathologie liée disons, dans les lésions caustiques de l'œsophage, surtout en phase aiguë. Dans les ingestions des produits caustiques en phase aiguë autrefois, et donc en fait, autrefois, c'était bien sûr l'imagerie, c'était des opacifications, bien sûr en faisant attention aux produits qui peuvent diffuser justement dans les torrents sanguins. Puis, on est arrivé, les endoscopistes sont arrivés et de plus en plus œsophagite caustique, endoscopie. Mais il a été démontré maintenant qu'en urgence, et donc en différé, donc 48-72 heures après, lorsque vous ne pouvez pas faire justement, vous avez les premières images, et puis pour savoir comment les lésions ont évolué, il a été démontré que les images scanographiques sont
c'est ce qui détermine, c'est l'élément déterminant dans la décision à prendre pour oui ou non la chirurgie en urgence et les degrés de résection. Et donc, je voudrais remettre la balle aux radiologues pour que justement à l'occasion de ces sessions, un focus soit mis dans l'interprétation des images scanographiques parce que on n'a même pas besoin de... Là, on parle des opacifications, mais puisque on a parlé des œsophages, l'occasion faisant les larrons, et que en phase plutôt consolidée, c'est au niveau de l'œsophage, on l'explore avec les opacifications. Mais là, je parle effectivement de la phase aiguë, où très souvent l'endoscopiste intervient, mais les déterminants, c'est le radiologue, c'est les images scanographiques, évidemment, avec injection, et c'est vous qui dites au chirurgien si les lésions sont des grades A, B, C, D, E, et bien sûr, à partir de C, il y a une indication chirurgicale et la portée de la chirurgie. Quand on connaît la gravité de ces pathologies, les pronostics vitaux immédiatement engagés et la décision à prendre sur oui ou non il faut opérer, nous comprenons tout de suite que ce qui est attendu du radiologue, évidemment, les chirurgiens voient les images. Là, je parle du contexte qui est le nôtre, où parfois on n'a pas les images, le malade est allé faire les examens ailleurs et vous arrivez, vous ne savez pas lire les CD, donc toutes ces choses-là, on les connaît très bien dans notre milieu. Et donc, puisque nous sommes dans le forum des radiologues, je voudrais donc rappeler l'importance à aider les chirurgiens dans cette prise de décision qui justement dépend des constatations de l'imagerie. Voilà, ça c'est extrêmement important et donc j'ai pensé à l'occasion de cette communication insister là-dessus. La dernière chose que je voulais ajouter, bien sûr, ça n'a certainement pas fait l'objet de ces communications, mais que puisque vous le faites peut-être de moins en moins parce que l'occasion de le faire, c'est dans un contexte de chirurgie et post-chirurgie, vous aurez peut-être tendance à oublier, non, ou à ne pas faire attention à ça, mais là, je m'adresse aux formateurs que vous êtes à l'endroit des apprenants, ne pas oublier l'opacification des voies biliaires. Alors, dans notre contexte, c'est très souvent après une chirurgie, soit une chirurgie compliquée où on laisse un drain de cœur dans les voies biliaires, venir contrôler la qualité des voies biliaires. Je pense que ça mérite pour les radiologues en formation, ces aspects-là mérite d'être connue parce que la pathologie des voies biliaires est une pathologie extrêmement difficile, surtout pour les chirurgiens. Voilà. Et donc, de temps en temps, on a des patients qui ont des drains d'équerre et qui doivent subir un contrôle de voie biliaire avant euh, euh, que les drains d'équerre puissent être ôtés ou un drain biliaire puisse être euh, retiré ou maintenu en fonction de l'évolution. Et donc, pour les radiologues, il y a lieu de ne pas oublier qu'il y a également l'anatomie de l'opacification des voies biliaires à avoir en tête. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à ajouter. Je crois que j'ai balayé pratiquement ce que j'avais à dire. Alors, la manométrie, bien sûr, justement, voilà, j'allais terminer par là. Bien, malheureusement, on a besoin de cela, mais malheureusement, dans notre milieu, bien sûr, ça, c'est les gastro. Donc, moi, je m'adresse aux gastro. Nous devons faire un effort de garder nos et donc là, c'est de votre côté. Nous, les chirurgiens, nous en avons besoin, notamment pour prendre des décisions dans les troubles de motilité des l'œsophage. Et donc, ça, je voulais profiter de cette occasion pour rappeler aux radiologues
nulle part, en tout cas à Kinshasa, obtenir la manométrie. À ajouter dans ces présentations et je félicite à nouveau les deux présentateurs et professeur Shindano pour son intervention et je remercie tous ceux qui sont justement en ligne en ce moment ici de formation et de formation médicale continue dans votre domaine de radiologie. Merci beaucoup. Un tout grand merci, docteur Ansadi, pour vos apports. Docteur Lefranc, je ne sais pas si vous avez un commentaire avant de donner la parole au public. Non, je remercie les deux panélistes, en tout cas le professeur Shindano et le docteur Sadi pour leurs interventions constructives et qui nous renforcent encore dans l'idée que nous devons vraiment maîtriser cette technique parce elle leur est utile en tant que clinicien. Non, la parole est au public. S'il y a des questions, nous sommes là pour pour répondre à vos attentes. Merci beaucoup. Il y a quelques messages dans le chat box, mais apparemment, il n'y a pas vraiment de questions. Une question? Oui, docteur Melki, vous pouvez parler. Oui, en fait, ce n'est pas tellement vraiment une question, mais je voulais qu'on puisse nous situer un peu dans le cadre de la sténose hypertrophique du pylore quand on fait les opacifications, que vous puissiez un peu nous situer dans ces cas-là. Merci, c'est tout. Docteur Je n'ai Lefranc? pas cité la sténose hypertrophique du pylore parce que nous, le diagnostic de sténose hypertrophique du pylore se fait à l'échographie. Puisque l'enfant, l'estomac ne se vide pas. Bon, c'est plus le professeur Mata qui peut me confirmer, puisqu'il est, lui, radiologue pédiatre, c'est plus de son domaine. Moi, je travaille avec les adultes, mais moi, en tout cas, je n'ai jamais opacifié chez l'enfant pour un diagnostic de sténose hypertrophique du pylore. On fait l'échographie et on suit à l'échographie. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Effectivement, on fait ça à l'échographie et généralement, le critère, c'est lorsqu'il y a euh, comment dirais-je, une hypertrophie, comme le nom le dit, et que le diamètre de la chaîne pylorique est de plus de 3,5. OK, je vais trouver une image Oui, pour illustrer. oui, je ne sais pas si tu as l'image, mais en tout cas, Ouais, 4 mm chaque paroi, donc le muscle pylorique, quand il est épais de plus de 3,5, s'il a 4 mm et qu'il fait, je pense, 16 mm tout le canal, quand c'est bien ouais, hypertrophié, on l'individualise vraiment très bien. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture. On voit que c'est fermé, que le canal ne s'ouvre jamais pour faire passer le bol alimentaire. Mais ça demande effectivement un exercice. Prenez la peine, si vous avez des échographies d'enfants, de mettre votre sonde juste sous les côtes, à l'endroit où vous allez repérer la sortie de l'estomac et le pylore, et vous allez voir que chez l'enfant, on voit très bien, les deux marges s'ouvrent et le bol alimentaire avance. Donc, c'est comme ça qu'on fait un diagnostic. On ne va pas opacifier parce que l'enfant risque, il a déjà un estomac qui est rempli, qui ne se vide pas, vous lui donnez à boire, il va avaler de travers. oui, donc je cherchais cette image ici. Comme on peut le voir ici, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie des pylores. Vous voyez comme une sorte d'élongation, si on dit ça comme ça en français, c'est pas. Et comment, le diamètre ici, ou bien la longueur de la chaîne pylorique doit être au-dessus de 1,6 cm. Il y en a qui parlent de 1,5. Et l'épaisseur, il faut considérer comme si on peut appeler ça de lèvres d'un seul côté. Ça doit être plus de 3,5 ou 4 millimètres pour dire que le diagnostic est positif. Maintenant, il y a des cas où on fait des opacifications, pas comme une indication principale, mais lorsqu'on a raté l'échographie et qu'on pense que c'est vomissement, parce qu'il faut se dire que quand on a une hypertrophie de pylore, on pose la question, est-ce que les vomissements sont bilieux ou pas? Mais rappelez-vous que vous posez cette question à une maman ou bien un papa qui peut ne pas être très bien éduqué et donc ne pourra pas différencier les deux types de vomissements. Et généralement, les cas de pacification
que nous avons eu à faire dans les HPS, hypertrophie de pylore, c'était beaucoup plus à la recherche de malrotation et qu'on se retrouve avec un estomac dilaté. Il y a comme une sorte de retard d'évacuation des contenus gastriques et vous avez comme une sorte de ligne, comme on le voit ici, comme, au niveau de pylore. Et puis, il y a un retard dans l'opacification des duodénums. Et généralement, la ligne ici peut matcher les dimensions. Ça peut être au-delà de 1,5, voire moins. Et quand vous avez ça, vous savez que vous avez affaire à l'hypertrophie des pylores. Et généralement, quand on pose des questions chez les enfants, chez les assistants ou les résidents, comme on les appelle ici, le diagnostic d'hypertrophie des pylores est basé principalement dans les dimensions. Il faut que la longueur soit de 1,5 cm et la largeur de 3,5 ou 4. Et il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de controverses en termes, devrons-nous avoir absolument rien qui passe ou une petite quantité de contenu qui passe, c'est toujours bon. Si les dimensions remplissent les critères de diagnostic, un petit passage de contenu n'exclut pas les diagnostics d'hypertrophie de pylore. Parce que ces enfants vivent quand même avant qu'ils viennent, généralement c'est aux alentours de 2 mois. Donc, si rien n'est passé du tout, il y aurait beaucoup de troubles hydroélectroniques. Et ici, on le voit dans la phase aiguë, on voit comment, il arrive qu'on voit quand même quelque chose qui passe. Et souvent, quand on a des diagnostics borderline, c'est-à-dire que les dimensions sont juste vraiment à la limite de la normale, on peut demander à la maman ou bien au sonographe, donc au technicien d'écho, de donner quelques liquides, des liquides sucrés, et on voit le mouvement. Par moment, on voit un petit jet qui passe jusqu'au niveau de D1 des duodénum. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le diagnostic, c'est à l'échographie, comme le dit le docteur Sandra. Mais si jamais vous faites les opacifications, voici l'image que vous aurez. Merci. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'Assemblée? Nous avons encore 20 minutes, mais s'il n'y a plus du tout de questions, eh ben, nous allons songer à clôturer cette séance. Allô? Oui, docteur Alors, Sadi? oui. Bon, et évidemment, nous attendons une question de la part euh, de l'assistance. Ben, je profite de l'occasion puisque c'est un temps mort. En fait, je voulais revenir sur le troisième cas clinique que vous avez présenté, l'opacité dans la cavité thoracique. Mhm. Oui, docteur. Évidemment, je consomme. Oui, oui. Je regarde, je ne savais pas très, très bien voir les images. Mais en fait, le diagnostic qui a été évoqué, c'est une hernie hiatale. Ah ben, je me suis posé la question, j'ai l'impression que c'est pratiquement tout l'estomac qui est dans le thorax, manifestement. Euh, Exactement. oui, est-ce que c'est simplement une hernie hiatale? Bon, bien sûr, c'est une grosse hernie en ce moment-là. Ou carrément, et ça, c'est pour cela que j'interviens parce qu'on ne doit pas perdre cela de vue, s'il n'y a pas un traumatisme, parce que parfois il y a une notion de traumatisme lointain oublié, et on peut avoir très clairement, non pas une hernie hiatale, mais une vraie hernie diaphragmatique, Mhm. ou si c'est congénital, tout simplement une agénésie, voilà, une agénésie de l'hémidiaphragme et qui fait monter tout dans la cavité parce que j'ai bien l'impression que c'est, c'est, c'est assez énorme comme ça dans la cavité thoracique. En fait, mon intervention, c'est de ne pas oublier ces autres différentes euh, Diagnostic possibilités différentiel. oui, qui peuvent justifier cette opacité dans la cavité. Voilà. Hmm. Merci beaucoup. Mais sur les différents clichés, on sait voir la continuité de cette hémicopole hein, à travers même l'opacité gastrique, oui. L'enfant avec quel OK. âge ou le patient? 14 mois. 14 mois. Ah, 14, Pas, c'est déjà pas, un pas enfant, donc. d'antécédent de traumatisme, non.
C'est assez énorme, ça. Mhm. Donc, très probablement congénital, hein, très probablement, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il y a une malformation au niveau du diaphragme. Peut-être qu'il n'est pas, il n'y a pas une agénésie, mais il y a probablement un trou béant, en tout cas, ce qui a favorisé. On a Oui. l'impression d'un œsophage court. Donc, on n'a pas l'impression que l'œsophage descende vraiment très bas. On a l'impression d'un œsophage court avec un estomac qui est complètement remonté et vu son âge, très probablement congénital. Voilà. Moi, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, Je voulais faire un commentaire. Oui, oui. Est-ce qu'il y a moyen de repartager l'image, docteur Matabaro? C'est docteur Lefranc qui a les images. Ah, OK. Oui, je pense aussi que ça peut être une hernie diaphragmatique. D'abord parce que c'est chez l'enfant. Et généralement, en cas d'hernie diaphragmatique, vous avez dit 22 ans ou bien c'est le même Non, patient? 14 mois, 14 mois. Un OK. an et 2 mois, oui. Ouais. Parce que généralement, dans la plupart des cas, quand vous avez une hernie diaphragmatique, il s'ensuit une hypoplasie du poumon du côté où il y a le fait des masses. Alors, avec Mhm. la projection qu'on a ici, je ne sais pas bien dire si seulement le fait des masses ou bien le poumon droit paraît légèrement, oui. Petit, Quand vous voyez oui. cette image, ça paraît plus petit. Donc, ça va beaucoup plus avec une hernie diaphragmatique congénitale qu'une hernie hiatale. Et c'est important parce que tôt vous faites la correction, donc la chirurgie, plus bon sera le pronostic de ce poumon-là qui serait comprimé ou sous-développé. Évidemment, Ouais, absolument. ouais. Oui, je peux me permettre juste une question. Excusez-moi d'intervenir ça. Docteur Matabaro, qu'est devenu cet enfant finalement? Parce que moi aussi, je m'étais posé la question de savoir si c'était vraiment une hernie diaphragmatique ou autre chose. Comment a-t-il évolué? Quelle est la prise en charge? Euh, c'est un enfant mal nourri hein, qui est au centre nutritionnel. Il a été transféré en chirurgie, évidemment, mais je n'ai pas de précision si il a déjà été pris. Peut-être lors de la prochaine réunion, je pourrais venir avec des plus amples informations. Oui, oui, peut-être, je sais pas, émettre cette hypothèse hein, de hernie diaphragmatique sur une malformation, peut-être congénitale, hein. Et puis, bon, peut-être que ça peut aider le chirurgien à bien le prendre en charge. Ah oui, le professeur Mata nous montre d'autres images. Oui, oui. Ça, c'est un exemple d'hernie diaphragmatique. On voit que tout est allé dans le thorax. Et quand vous regardez le poumon, c'est peut-être le cas de... c'est un cas similaire de ce que vous avez, mais ça, c'est du côté gauche, je crois. Vous voyez que le contenu abdominal est monté et le poumon du côté où il y a l'hernie est sous-développé. Et chez nous, ici, on fait même des scanners. Et ça, ça on peut poser le diagnostic même en in utero. C'est pourquoi les échographies de deuxième trimestre sont très, très importantes. Ce n'est pas à viser comment, lucratif seulement, parce que c'est là qu'on peut détecter toutes ces petites malformations et déjà prédire. Chez nous ici, quand vous détectez ce genre de malformations, ça prédit où la femme doit aller accoucher. Quand il y a une malformation cardiaque, une hypoplasie du cœur gauche, par exemple, il n'y a qu'un seul ou deux centres au Canada où ces femmes-là doivent aller accoucher pour assurer qu'une prise en charge va commencer directement après l'accouchement. Donc, ce sont des diagnostics à poser in utero pour permettre une bonne prise en charge. Comme ce Ouais. cas ici, on voit de ce côté, c'est vraiment petit comme parenchyme pulmonaire comparé à l'autre côté. Je pense que c'est côté droit parce que je vois l'estomac là. Ouais. Ce cas est un peu atypique. Et moi, je me pose la question de savoir est-ce que la malnutrition ne serait pas secondaire? C'est Peut-être ça. que Dr Anna C'est n'a pas tout le tableau. Est-ce que ces plaintes et vomissements n'ont pas commencé beaucoup plus tôt que ça et que justement cette malnutrition serait expliquée par cet état des choses? Euh, si j'ai un peu l'histoire de la maladie. Vous connaissez nos enfants qui sont en centre nutritionnel, accompagnés Oui, par la donc, grand-mère, qui n'a pas mhm, toute l'histoire.
Mais c'est Ok. ce qui avait attiré, c'est nous qui avons commencé à poser des questions en voyant cette opacité sur la radio qui était au départ demandée pour le dépistage de la tuberculose. C'est en voyant cette opacité qu'on a commencé à poser des questions à l'accompagnatrice qui a rapporté effectivement qu'il y avait des vomissements de manière chronique, mais qu'elle ne savait pas dire si c'était dès la naissance ou depuis combien de temps. Ouais. Moi, je pense qu'il est possible que ce soit la cause de la malnutrition et de l'échec aussi de la supplémentation, étant Exact, donné c'est qu'il y a une possible. cause anatomique. Mhm. Il y a une question dans l'assemblée. Docteur Bosseko veut Oui. poser une question. Dans les chatbox, Oui, oui, docteur Bosseko veut poser une question. euh, il dit plutôt qu'il faut prendre les noms des assistants qui ont participé au webinaire. Ce n'est pas vraiment une question. Mais après, il y a une question. Je veux poser une question. J'ai demandé la parole. Ah, d'accord. Vous pouvez parler, docteur Bosseko. Merci, docteur, pour la parole. En fait, je voudrais une précision quant au cas d'atrésie de l'œsophage. Quand on suspecte une atrésie de l'œsophage, on sait que c'est une pathologie qui peut être associée aux fistules. Et c'est assez récurrent, les fistules associées aux atrésies. Alors, dans ce cas, quand on fait une opacification du tube digestif, euh, il y a quand même un risque que le produit de contraste passe par les voies digestives et les voies respiratoires. Je me demande, dans ce cas-là, euh, qu'il faut faire? Devront-ils directement opacifier le tube digestif ou il faut absolument euh, placer le produit de contraste dans une tubulure qui protège peut-être les voies respiratoires, genre dans une sonde nasogastrique, par exemple. Je peux répondre à cette Voilà. question, docteur Sandra? Oui, je pense que vous aviez déjà évoqué ça la dernière fois. Oui, oui, je pense que la fois dernière, on en a discuté. En cas de fistule, la première, le premier constat est que la sonde ne va pas passer. Comme on voit dans ces cas ici, on essaie de placer une sonde nasogastrique, ça bloque, il y a même des moments où ça retourne. Et en termes d'épidémiologie, ça, ce sont les 5 types de fistules trachéo-œsophagènes. On en a discuté la fois passée. Le cas le plus fréquent, c'est lorsqu'il y a une discontinuité de la partie proximale de l'estomac et que la connexion entre la trachée et l'œsophage se fait de manière secondaire en bas. Donc, si vous injectez les produits de contraste ici, vous allez voir qu'il y a pas, il y a une discontinuité ici et vous avez les diagnostics. Et généralement, quand vous faites un examen normal, à l'examen de radiographie simple, vous pouvez avoir vous pouvez avoir le fistule trachéo-œsophagène, mais vous avez toujours de l'air dans l'estomac. Et généralement, pour les débutants, ça crée une sorte de confusion pour dire que si l'ésophage est totalement bloqué, comment est-ce qu'on a de l'air ici? Donc, s'il y a une question pour les étudiants, question d'examen, on montrait ceci avec une sonde qui ne passe pas, c'est bloqué, et puis il y a quand même de l'air normalement dans l'abdomen, et on te dit de donner le diagnostic, un, probable, et de deux, quel est le sous-type. Donc, généralement, vous avez affaire à ceci. L'estomac est bloqué, mais l'air continue à aller par la trachée et ça va aller dans l'abdomen comme si l'estomac était continu. Donc, pour me résumer, si vous suspectez une fistule trachéo-œsophagène, il faut d'abord essayer avec la sonde. Si la sonde ne bute pas, n'est pas bloquée, on peut faire une opacification et être vigilant. D'abord, prendre des précautions, d'utiliser des produits de contraste hydrosolubles et être très attentif de visualiser la trachée s'il y a des efforts de tout ou bien si vous visualisez un peu de contraste qui va dans la trachée, vous arrêtez là. Merci. Merci, professeur Mata.
Docteur Alain, je peux faire une petite intervention? Oui, professeur Shindano. Oui, en fait, je ne veux pas réveiller un débat. C'est par rapport à la préoccupation du docteur Sadi, par rapport aux œsophagites caustiques. Juste une précision, parce qu'il a rappelé l'avantage du scanner. On sait très bien que les meilleures indications chirurgicales, c'est au stade C et D. Mais on sait bien aussi que ce sont des stades où on a des lésions profondes, c'est-à-dire des lésions transmurales. Mais la grande question, est-ce que le scanner pourra totalement supplanter l'endoscopie pour des lésions superficielles, comme les lésions A et B? Parce que c'est totalement codifié, on sait très bien qu'est-ce qui est fait au stade A, qu'est-ce qui est fait au stade B. Mais s'il faudra juste faire un scanner qui voit mieux les lésions pariétales, transpariétales, est-ce que le scanner montre aussi mieux les lésions muqueuses? La question, c'est de savoir est-ce qu'on ne devait pas plutôt combiner les deux techniques pour avoir une meilleure rentabilité? Je ne sais pas ce qu'il en pense. Alors, je peux intervenir, toi, Sandra? Oui, docteur Sadi. OK. Alors, donc, je voudrais dire que là, nous avons d'éminents radiologues ici. Je pourrais leur remettre la parole, mais je voudrais vraiment dire ceci. Et ça, en fait, c'est une des dernières recommandations en matière de prise en charge. Je suis désolé, je pense que la prochaine, peut-être, si on restera toujours dans les digestifs, je trouverai l'article. C'est vraiment les recommandations issues des méta-analyses des patients opérés en urgence et non opérés et par rapport aux examens paracliniques dont ils avaient bénéficié. Donc, il a été clairement démontré. Évidemment, en endoscopie, l'endoscopie, vous ne voyez que la lumière. Vous ne voyez pas en profondeur, à moins de faire une écho-endoscopie, encore que. Mais il a été clairement démontré que maintenant, et c'est le guideline, maintenant, la décision lorsque on se retrouve devant une ingestion, donc en phase aiguë, la décision d'intervention est donnée par les constatations radiologiques scanographiques. Et c'est pour cela que je voudrais justement profiter de cette occasion, c'est une demande, que les radiologues le sachent, ils le savent, euh, pour que justement ceux qui sont en formation sachent que dans ces domaines-là, surtout en phase aiguë, les chirurgiens dépendent, la décision du chirurgien est guidée totalement par notre décision. Maintenant, Docteur évidemment, Berthier, est-ce que c'est pas parce que vous regardez avec un œil chirurgical? Non, 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 je suis en train d'arriver, attendez. La prise en charge autour d'un patient est toujours complémentaire, bien évidemment. Ok. Je ne regarde pas sous un œil chirurgical, mais c'est des moments, c'est des patients très, très, très critiques, c'est des lésions très graves, mais surtout, lorsqu'on prend une décision, ce sont des chirurgies extrêmement lourdes. Et donc, ça doit être fait ou ça ne doit pas l'être. Et lorsque si la décision est prise, la décision, elle doit être prise sur base de constatation. Pourquoi? Parce que dans notre milieu, d'ailleurs, de plus en plus, ésophagite caustique en phase aiguë directement chez l'endoscopiste. Phase aiguë, lorsque il a été clairement démontré que le patient a ingéré de grosses quantités, que le tableau est clair, c'est le scanner. Ce ne sont pas des endoscopies que l'on réaliserait et surtout pas, bien sûr, de l'opacification à ce stade ici pour des raisons qui nous ont été présentées largement lors de ces communications. Donc, nous, c'est comment? C'est avec vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'admiration que nous remettons donc aux radiologues cette responsabilité de savoir qu'il y a des secteurs comme celui-là où le chirurgien est guidé par nous. Voilà, c'était ça en fait les messages que je voulais apporter. Bien sûr que les scanners là, les chirurgiens, ils savent les voir, mais j'ai souligné cela
pour rappeler les contextes qui est le nôtre, où très souvent, parfois, bon, de moins en moins, certes, mais il y en a encore où ben, les patients ont passé une imagerie, mais vous n'avez pas accès à l'image, mais vous êtes dans une situation d'urgence et vous devez faire confiance au radiologue. Voilà un tout petit peu. Merci beaucoup, docteur Ansadi. Je pense que dans le cadre de l'urgence, pour pouvoir déterminer s'il y a perforation, si la lésion est transmurale, effectivement, le scanner est un examen safe, entre guillemets, pour le patient parce qu'il n'y a rien d'interventionnel à ce stade-là. Mais d'autre part, le professeur Shindano a raison pour des lésions superficielles, que ce soit à l'IRM ou au scanner. On est très mauvais pour les lésions qui touchent la muqueuse et la sous-muqueuse. On est très mauvais pour pouvoir les déterminer. Il faut vraiment que la lésion soit profonde pour qu'on puisse commencer à sentir qu'il y a un problème qui est réellement important à ce niveau-là. Donc, vous avez raison tous les deux, dans le sens où je pense qu'au en deuil, on privilégie toujours la complémentarité. Première étape, on fait un scanner, on voit l'étendue des lésions graves, non graves, et on peut aller compléter par l'endoscopie dans un second temps. Ok, parce que ma crainte, c'est de pouvoir amener un grand nombre de patients sur la table d'opération, hein, si on devait faire recours qu'au scanner. Ben, je pense que vous avez bien résumé. Euh, je pense que s'il y a des substitutions de lésions perforatives ou pré-perforatives, le scanner a sa place. Et s'il n'y a pas tout ça, moi, je pense que l'endoscopie reste un complémentaire important pour des lésions Ah, muqueuses superficielles. alors, ah ben, c'est justement l'inverse, docteur. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que, excusez-moi de prendre la parole directement, je m'excuse beaucoup, que les lésions décrites en endoscopie ont amené beaucoup plus de patients en chirurgie, alors que ces patients-là n'avaient pas forcément besoin de la chirurgie au regard de l'analyse des images au scan. En fait, la Voilà chirurgie, pourquoi tu c'est... parles de la complémentarité des deux. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Parce que dans notre milieu ici, voilà, endoscopie, voilà, œsophagite caustique, endoscopie, et on voit de lésions, et puis voilà. Euh, euh, Parfois tout de suite chirurgie. Voilà. Je pense là on est d'accord. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est 23 heures à Bukavu, 22 heures à Kinshasa. Je m'en vais remercier nos deux panélistes. Merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout pour les différents apports.